La passion du livre reçoit l'écrivain Mbarek Ould Beyrouk. Beyrouk est un journaliste écrivain. Il a créé en 1988 le premier journal indépendant dans notre pays, Mauritanie Demain. Il s'est longtemps battu pour la liberté de la presse et d'opinion. Il a aussi exercé comme chroniqueur culturel, puis comme directeur dans la presse publique, membre de la APA, c'est la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Il a occupé des fonctions administratives et fini sa carrière comme conseiller du président de la République. Il a écrit de nombreuses nouvelles. Son premier roman, Et le ciel a oublié de pleuvoir, a rencontré un excellent succès. Le prix Amadou Kourouma du Salon du Livre de Genève a été attribué à son livre Le tambour des larmes. Beyrouk y brosse le portrait d'une certaine société mauritanienne traditionnelle, aujourd'hui bousculée par Rayhana. Le silence des horizons est sélectionné parmi les finalistes du prix Orange du livre en Afrique 2022. Bonsoir et bienvenue Beyrouk. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité. Beyrouk, vous avez lu Les Misérables de Victor Hugo à 13 ans. Alors racontez-nous. Voilà, moi j'avais un père qui était instituteur. Il était instituteur, il était parmi les rares instituteurs français, francophones, au début des années 50. Et c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la littérature. Il aimait aussi la littérature française, bien que soit lui-même très nationaliste et indépendantiste. Et quand j'avais 13 ans à l'école primaire, mon année de CM2, il m'a donné un livre à lire pendant les vacances, ce qu'on appelle la Guetna chez nous, pendant la Guetna. Et j'ai pris tous les 3 mois de la Guetna pour le lire. C'était Les Misérables de Victor Hugo. Et je suis sorti de cette lecture avec un amour immodéré pour Victor Hugo et pour la littérature en général. Vous vous définissez comme un francophone, un francophile, ou plutôt ce que vous appelez un francoscribe. C'est quoi? J'aime bien dire que je suis francoscribe. Parce que francophone, oui, bien sûr, je suis avec vous. Mais je ne parle pas français dans la maison. Je parle très peu français avec mes amis. Je ne parle pas français dans la vie de tous les jours. Je parle plus de Hassania. Je dirais plutôt que je suis hassanophone et francoscribe. Ça veut dire qu'il écrit en français. Ça veut dire que j'écris en français. Vous vous qualifiez comme étant un métis. Métis biologiquement ou culturellement? Moi je crois au métissage, tout le monde est métissé. Absolument tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de vie humaine sans métissage. Parce qu'une culture qui ne s'ouvre pas aux autres est morte. Génétiquement, on ne peut évoluer sans mutation. Et ces mutations viennent surtout avec l'apport extérieur. Je suis métisse, parce que j'ai une grand-mère malienne. Je suis métisse aussi de par des différentes cultures que j'ai héritées d'abord. Parce que nous sommes tous héritiers de cultures différentes. Nous avons hérité d'une culture arabe, d'une culture berbère et d'une culture africaine. Et cela, c'est valable à peu près pour tous les Mauritaniens. Et je crois que être métis, c'est être dans la normalité. En Mauritanie comme partout ailleurs. Et la culture arabe, vous l'aimez beaucoup, vous appréciez? J'aime beaucoup la poésie arabe. J'ai eu une passion très forte pour la poésie mystique arabe, pour la poésie soufie. Cela dit, pour la poésie moderne, j'adore Mahmoud Darwish. Nizar Qabbani un peu, mais j'adore Mahmoud Darwish. Et j'adore la poésie hassaniya. Et surtout la poésie du Taga. Très bien, la culture maure, vous la qualifiez comment? Je la qualifie d'abord, comme on parle de métissage, je la qualifie comme une culture métisse. Une culture qui a pris des apports de différents horizons. Des apports du monde arabe, des apports du monde berbère, des apports du monde africain. Et elle a fait de tout cela, elle a fait une culture spécifique, qui est la culture maure, la culture bédane. Et c'est une culture qui occupe un espace important, un espace qui va de Goulimine à Tombouctou et qui va de l'Atlantique jusqu'à peut-être jusqu'aux environs de l'Égypte. Je remarque que vous parlez beaucoup du Sahara. Oui. Et ça veut dire que vous n'aimez pas la verdure ou bien votre horizon s'arrête à la verdure? Non. Je crois que je suis issu avant tout d'une culture saharienne.
tu le sais bien, moi je suis d'une famille qui se retrouve du sud du Maroc, qu'on retrouve au sud du Maroc, au Guillemine, et qu'on peut retrouver aussi à Tombouctou. Donc, notre pays, avant les naissances des États, notre pays, c'était nos aires, là où on pouvait commercer, là où on pouvait faire pâturer nos animaux, là où on pouvait rencontrer des tribus alliées. Donc, c'était ça, la notion de pays. La notion de nation a évolué depuis. Mais cette idée d'appartenance à un vaste espace saharien est restée dans notre tête. Vous êtes l'auteur qui habille ses héros de qualité morale. Pas toujours. Oui, mais pas toujours. Donc je suis seul, par exemple. Le héros, il est peureux, il a peur, c'est un corrompu, c'est quelqu'un qui a plein de défauts. Mais il a une personnalité propre. Il était arrogant. Je n'aime pas mes héros ne sont jamais parfaits. Ce sont des gens qui font face aux misères de ce monde et qui sont eux-mêmes pleins de contradictions. Des contradictions qui existent en eux-mêmes et en dehors d'eux-mêmes. Les femmes ont d'énormes qualités. D'énormes qualités, oui, mais généralement, moi je pense en généralisant, les femmes ont plus de qualités que les hommes. Ça, c'est en général. Mais les femmes ne sont pas toujours de la qualité. Si tu veux parler de qualité morale, elles ne sont pas toujours d'une bonne qualité morale. Je dis morale entre guillemets. Mais en général, les femmes sont plus généreuses, sont plus intelligentes, sont plus intuitives que les hommes. Et elles sont plus romanesques. Et elles sont plus révoltées. Oui, elles peuvent se révolter, elles peuvent être soumises. Et généralement, on les croit soumises, mais elles ne sont pas toujours soumises. On prend l'exemple de Rayana. Rayana la révolte de Rayana est un peu particulière. Parce qu'elle ne se révolte pas particulièrement contre la tribu. Elle se révolte contre l'acte qu'a fait la tribu contre elle. Elle aurait bien voulu rester au sein de son milieu, au sein de sa tribu. Mais elle ne peut pas accepter l'injustice qui lui est faite. Je dirais que c'est une révoltée, ce n'est pas une révolutionnaire. C'est une révoltée, pas une révolutionnaire. En vous disant, on sent que les femmes sont souvent à l'avant-garde de la liberté. Les femmes sont la liberté. Il n'y a pas de liberté sans... Elles ont toujours été à l'avant-garde de la liberté, même si ce n'est pas toujours visible. Et aujourd'hui, le terme de liberté se pose en termes de liberté de la femme. Aujourd'hui, quand on parle de liberté, on parle essentiellement de liberté de la femme. Par exemple, Lola, Rayhana, Khadija, des femmes qui disent non. Oui, c'est essentiel. Des femmes qui disent non. C'est essentiel. Oui, c'est vrai, mes héroïnes ont tendance à dire non. Peut-être que moi-même, pendant une longue période de ma vie, j'ai eu tendance à dire non. Et parce que j'aime bien ceux qui ont le courage et la force de dire non, même si je ne le dis pas toujours. J'aime bien ceux qui disent non. L'héroïne qui a fui avec le tambour, a-t-elle insulté la tribu à votre avis? C'est la plus grande des insultes. C'est un pied donné dans la fourmilière. C'est une cassure entre elle et la société, tout à fait. Parce que le tambour, c'est quoi? Le tbel, c'est quoi de la tribu? Le tbel, c'est l'honneur de la tribu. C'est le drapeau de la tribu. Il doit être protégé. Il est protégé. Et il sert au combat. Il sert en temps de paix. Il est devant la tente de l'émir ou du chef. La tribu, et c'est une insulte. Rayhana, en s'emparant du tambour de la tribu, comme tu as dit, a insulté la tribu. C'est une insulte qu'elle adresse à la tribu. C'est comme on dirait, voilà, je vous emmerde, comme on dirait aujourd'hui. Voilà un peu ça. Pardonnez-moi le terme, mais c'est ça à peu près. Finalement, il se retrouve dans le Sahara avec sa mère, ensuite Attar, et ainsi de suite. Oui, c'est une longue fuite en avant pour Rayhana. Elle fuit les siens
elle fuit la société où elle était, elle est en face des contradictions de la vie moderne, elle vient à Attar, puis elle s'enfuit, elle part à Nouakchott, Nouakchott qui pour elle est une ville immense, hein, où elle ne se retrouve pas, et en fait elle ne se retrouve pas dans ce monde nouveau, qui n'est réellement pas son monde. Son passé va-t-il la rattraper? En tout cas, son passé la poursuit, comme notre passé nous poursuit tous. On n'y échappe pas facilement à son passé, ni à sa culture, ni à son histoire. En parcourant vos romans, on a l'impression que vous faites une opposition entre la tradition, la modernité, la ville, la campagne. Est-ce vrai? Ce n'est pas ce que j'ai envie en tout cas de faire, mais ça apparaît toujours, parce que c'est la vérité. Mais ce n'est pas un objectif essentiel. Mon objectif essentiel, c'est d'explorer l'âme humaine, de chercher au fond des gens, dans leur tréfonds. Ce n'est pas de faire ressortir une opposition désert-ville ou ville-campagne, mais cette opposition est réelle, elle est dans notre vie. Elle est aujourd'hui, là où nous vivons. Maintenant, nous sommes à bord de la plage, il y a des chameaux à côté, on boit du thé, il y a toujours... toi, tu es un costume, moi, je suis en boubou. Il y a toujours ce monde, on est toujours entre deux mondes. Il y a contradiction, il y a complémentarité. Je n'aime pas l'idée de contradiction. Je ne crois pas que les civilisations se combattent, mais je crois qu'elles doivent s'assembler, qu'elles doivent s'unir. Pourtant, la ville est le lieu où les esclaves se sentent libres. Oui. Quand on veut se libérer, on va en ville. Généralement pour les esclaves. Dans mon premier roman, Et le célèbre pouvoir, la liberté, c'était d'aller jusqu'au goudron. Avant l'indépendance, il y avait des petits hameaux, des petites villes liberté. Et quand on y venait, il y avait l'administration française, liberté. Qui venait à liberté, c'est les esclaves qui fouillaient. Et l'esclavage, en fait, ce qui a condamné, ce qui a éliminé l'esclavage, ce sont les routes et la ville. Moi, je crois que l'esclavage en Mauritanie est mort de sa mort naturelle, parce que les conditions qui l'entouraient sont mortes. Il y a aussi la sécheresse qui a joué un rôle. Sécheresse, ville, goudron, électricité, travail dans les villes, travail rémunéré, même très mal rémunéré en ville. Tout ça a fait avancer la société et a en quelque sorte brisé les chaînes des esclaves. Donc ville, symbole de liberté. Non, pas du tout. À un certain moment, pour certains esclaves, la ville était le symbole de la liberté. Mais la liberté, n'oubliez pas que cette liberté, c'est aussi une liberté dans la misère. Qu'ils vont être le lumpenprolétariat des villes. Le prolétariat des villes, je veux dire. Et aussi le lumpenprolétariat des villes. On remarque que Lola est une femme trop libre. Ça a été dit. Oui, elle est libre. Elle s'est donné une certaine liberté. Au niveau de son esprit et aussi au niveau de son corps. Parce que ça existe aussi. Mais elle n'est pas libre en fait. Parce qu'elle a fui chez elle. Parce qu'elle est revenue chez elle. Parce qu'on lui a fait ses premiers amours. Parce qu'on lui a interdit même une vie familiale normale. Elle n'est pas du tout libre. Elle se donne les apparences de la liberté. Les griots, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent la dualité entre la modernité. Non, le griot symbolise tout simplement. Le griot, c'est tout ce qu'il y a de plus profond dans la culture maure. C'est ce qu'il y a de plus représentatif dans la culture maure. Et dans mon roman Les Griots d'Emir, j'ai voulu faire ressortir, faire dessiner la culture maure à travers le visage de son meilleur représentant. Ça veut dire un griot. Mais pas un griot du temps moderne. Un vrai griot, un griot du temps ancien. Un griot avec sa fierté. Quel est le rôle du griot dans la société britannique? Non, je ne parle pas de la société aujourd'hui, on ne parle plus de griot. Le griot était le porteur de l'histoire.
il est le porteur de poésie, il est le porteur de la musique, il est le porteur des valeurs. Vous avez approché les griots en écrivant des griots grimés parce que chez vous, c'est beaucoup plus bon Dieu, maître que... C'est vrai, ça c'est vrai que chez nous c'est pas tellement ça. Chez nous en Adrar c'est pas tellement ça. Mais tu sais, maintenant la Mauritanie est un seul village, je te le montre. Non, j'ai rencontré effectivement avant d'écrire le roman, j'ai rencontré un ami musicien qui m'a donné beaucoup de leçons, qui m'a donné beaucoup d'informations et qui m'a raconté beaucoup de légendes qu'on retrouve ici. Ici, quand je vois au niveau des griots et l'émir, le griot a été gêné quelquefois quand il dit que le secret de mon art ne fut pas longtemps gardé, car à ma grande surprise, un chef Touareg l'avait invité, etc. Il était gêné parce non, ça c'est pas ce que. Non, ça c'est pas ce que. C'est pas que ce que quand il est venu à Tombouctou, lui il avait rompu avec l'émir. Il avait même insulté l'émir parce que lui aussi il a refusé. Et quand il est venu à Tombouctou, il ne voulait pas se faire connaître. Et voilà, un chef Touareg a appris son arrivée et l'a invité voilà, c'est pas son art qui a été secret, c'est lui-même. C'est lui-même qui ne voulait pas se faire connaître à Tombouctou. Dans l'un de vos romans, vous avez utilisé les jeux. Je veux, quand j'écris un roman, je veux être aussi le personnage. Et je veux être le personnage. Je veux le sentir. Je veux parler à travers lui. Je veux faire voir mon monde à travers lui. Donc je l'assume, il m'habite parfois. Et l'expression, la première personne du singulier, me paraît toujours la meilleure forme d'expression en ce sens, si on veut aller en ce sens. Paria, l'enfant des bidonvilles, c'est autre chose. La ville, c'est un danger. Ah oui, Paria, c'est autre chose. Paria, c'est un roman que j'ai écrit parce que j'ai vu des choses, j'ai rencontré des choses inimaginables pour nous à Nouakchott il y a quelques années. Des enfants dans la rue, des enfants qui se droguent à l'infini, des enfants qui se battent, des enfants qui volent, des enfants qui n'ont pas de milieu familial. Et j'ai voulu peindre ce milieu qu'on oublie, les milieux des petits délinquants. Ça vous a frappé? Oui, ça m'a frappé parce que je me suis dit, je suis à Nouakchott et je n'ai jamais vu ça. Et ça, je le dois un peu à une jeune femme, une militante qui a beaucoup approché ces jeunes, qui a travaillé avec eux, qui a encadré beaucoup de ces jeunes et qui les connaît très bien. Je dois ma connaissance, c'est trop dire. Je vois mon approche de ce milieu, je le dois à elle. Le garçon, il deviendra un délinquant plus tard et finalement la fin ne sera pas... Non, ne sera pas un délinquant, l'enfant. Il retournera dans la Badia voir ses parents. C'est tant mieux pour lui? Peut-être bien. Ici, on va voir le ciel. Le ciel, je rappelle que c'était le roman qui a été primé, n'est-ce pas? Non, le ciel a oublié de pleuvoir. Oui. Il a été primé. Le ciel a eu le prix du roman maghrébin. Ça fait longtemps, c'est en 2007. 2007. C'est en 2007. On va lire le passage. C'est un résumé. Libre de corps et d'esprit, Lola provoque par ses manières. Orgueilleuse, l'implacable tribu des Oulad Ayat, dont le chef Béchir a juré d'épouser la belle au corps de miel et au visage pourri. Celle-ci, pourtant, n'a de cesse de rechigner. C'est une révoltée, elle. Oui, absolument. C'est une révoltée. C'est une femme qui se refuse à être livrée en pâture au chef. C'est une femme qui veut être libre d'elle-même, libre de sa vie, libre de son corps, libre de son avenir. Je suis seul, le bonhomme qui était adjoint du maire, qui était journaliste. Non, il n'était pas adjoint du maire, il travaillait un peu avec le maire. Il était journaliste et il se retrouve dans une ville occupée par les terroristes. Il sera sauvé par qui? Est-ce qu'il sera sauvé d'ailleurs? La seule personne qui pouvait le sauver, c'était Nezha. Même Nezha ne pouvait pas le sauver. Il est resté enfermé dans une chambre pendant longtemps et regardait la ville à travers les interstices de cette chambre-là. Et c'est ça le plus important. Ça veut dire
qu'il a une vue, qu'on a tous une vue, très, très, très chagrine, très particulière, très hard de la vie. Qu'on regarde la vie à partir d'un petit espace. Et que la vie est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croit. Mais lui, il regarde sa ville vivre sous une dictature, je dirais dictature, sous une force malveillante, sous une force d'extrémistes. Et à partir de là, lui, il se met à se remettre en question. Il va questionner son passé. Il va questionner ce qu'il va faire. Il va se demander si ce n'est pas nous, notre corruption, notre mépris des gens, qui a amené tout ça, tout ce phénomène du terrorisme. Est-ce qu'on ne l'a pas nous-mêmes pas provoqué quelque part? Par nos injustices, par nos corruptions, par notre mépris du peuple. C'est une remise en question du comportement. Oui, il s'est remis en question, absolument. Le griot de l'émir, l'homme a été révolté par les affronts faits par son ami Khadija, etc. Poussé à la mort par l'émir souverain, c'est quand même, ça ressemble à des faits réels. C'est-à-dire que pour l'étranger, quand il jette un regard, il a l'impression que c'est de la fiction, mais nous, on a l'impression que c'est du réel, c'est du vécu. Ah, ça c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a l'impression que c'est nous, on a l'impression que c'est bien notre environnement, on a l'impression que c'est notre vie, même si on ne vit plus de la même manière. C'est l'impression que nous avons. Ah oui, c'est une... J'espère qu'on peut considérer ça comme une peinture. C'est une peinture. Une peinture de l'époque. Le silence des horizons, je crois que c'est le dernier c'est lui qui a été proposé, il est l'un des finalistes. Vous l'avez appris quand? Comment vous l'avez appris? Ah, je l'ai appris par le correspondant de mon éditeur, tout simplement. Quand est-ce? Il y a une semaine après. Une semaine. Oui. Comment ça se fait la sélection? Bon, premièrement, ce n'est pas le premier prix à laquelle je suis... Sans doute. Mais la sélection se fait comment? Ce n'est pas le premier. La sélection d'un livre prend compte. Oui, c'est ça. C'est la manière la plus pratique. On prend beaucoup de livres, on les distribue à des lecteurs, on sort une cinquantaine. Il y a un jury, un autre jury qui prend ça. Et quand il ne reste plus que 5, 6, 4 peut-être ou 2, on fait une sélection finale et il y a un autre jury qui vient pour choisir. Autre chose, dites-moi, qu'est-ce qui explique que la littérature, l'écriture ne fait pas vivre son auteur dans notre pays? Nous, ici, il n'y a pas de politique du livre. Et il n'y a pas d'achat de livres. Il n'y a pas de lecture publique. Il n'y a pas de véritable bibliothèque publique. On dirait qu'on nous encourage à rester ignorants. Ce n'est pas une critique que j'ai faite, c'est un constat. Et j'espère que le ministère de la Culture, qui paraît-il maintenant, à ce qu'il me paraît maintenant, a beaucoup d'ambition, va revoir cela. Revoir le problème de l'édition. Moi, j'aurais bien voulu éditer dans mon pays. Mais si j'édite ici, je vais être lu par 50 personnes à Nouakchott. Je n'ai à avoir aucune résonance à l'extérieur. Il n'y a pas de système de distribution des livres. Il n'y a rien. Mais c'est un livre. C'est une maison d'édition qui a un comité de lecture qui est organisé, c'est un vrai contrat avec un auteur. Ça veut dire que l'auteur est payé. On tire à une imprimerie et on vend soi-même, c'est pas de l'édition. C'est pas un paye pour être tiré, c'est pas de l'édition. C'est un système de distribution. Hein? Et c'est des librairies. Et c'est aussi une communication. On n'a rien de tout cela. Comment veut-il qu'on puisse parler d'édition? Et même les doctorats, on n'en a pas réellement. Mais il y a longtemps qu'on n'a jamais fait quelque chose pour le livre en Mauritanie. Il y a eu, il y a 15 années, 10 années, une politique du livre, la campagne du livre sous un régime précédent. Mais les gens ont fait de cela, c'était une belle idée. Mais on en a fait du folklore. C'est devenu un folklore, tout simplement. Et le plus grave, c'est que ces livres-là qui ont été achetés très chèrement se sont envolés. Et la chose la plus ridicule qu'on n'a jamais faite,
c'est de fermer les maisons de livres et de fermer et de le donner, je crois, au ministère de la Justice ou je ne sais quoi. Une aberration complète. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. J'ai remarqué, vous avez écrit dernièrement sur votre page Facebook que vous étiez en voyage quelque part en France et que malheureusement la Mauritanie est méconnue. Non, j'ai dit que j'étais dans des rencontres culturelles, dans des festivals culturels à Nancy où on pouvait aller dans des lycées, dans des collèges, ainsi de suite, où il y avait du public, où les auteurs se rencontraient, où il y avait des débats, ainsi de suite. Et je me suis dit que j'aurais bien voulu voir quelque chose comme ça en Mauritanie. Et je me dis souvent que nous avons ici nos génies qui ne sont pas reconnus. Parce qu'on ne leur offre pas les conditions pour se faire connaître. Ce n'est pas le talent qui manque. C'est pas? Ce n'est pas le talent qui manque. Non, je ne crois pas. Nous sommes très talentueux. Regarde notre poésie propre, la poésie hassaniya. Ils sont extrêmement talentueux là-dedans. Mais quand on s'aventure ailleurs, hein, ça ne va pas. Hein? Ça veut dire que le peuple a du talent. C'est l'élite qui manque de talent. Mais le peuple, tu regardes la poésie hassaniya, ça marche très bien parce qu'elle est populaire. Mais je crois que l'élite mauritanienne n'a pas beaucoup de talent. Ceci est valable aussi pour l'élite arabophone. Je ne connais pas les autres. Je ne fais pas de distinction. Moi, je ne fais pas de distinction entre les élites. Je crois qu'il y a une élite mauritanienne. Je ne fais pas de distinction. Élite arabophone. Mais une élite, c'est une élite. D'ailleurs, moi, je vois... quand je parle d'un poète, je parle d'un poète. Qu'il soit en hassaniya, qu'il soit en poulard, qu'il soit en arabe, qu'il soit en chinois, c'est un poète. C'est avant tout un poète. C'est pourquoi je n'aime pas la distinction qui est faite entre les différentes poésies. Entre par exemple la poésie hassaniya et la poésie arabe. J'ai horreur de cette distinction. Dites-nous, comment vous faites quelles sont les propositions? Vous avez des propositions concrètes pour améliorer la situation des écrivains? Moi, je ne suis pas en face du ministère de la Culture. Non, des propositions, on ne les fait pas à la télévision. Je ne suis pas en face du ministère de la Culture. Je ne suis pas un expert, ce qu'on appelle un expert de la culture. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il faut faire marcher l'imagination et qu'il faut regarder autour de nous. Ce n'est pas difficile de regarder autour de nous. C'est pas difficile. Juste regarder autour de nous et faire peut-être la même chose. Dites-moi. Faire pas la même chose et faire en mieux. Faire en mieux. Bérou, une dernière question. C'est-à-dire, quels sont vos auteurs préférés? J'ai déjà dit que j'aime beaucoup Mahmoud Darwish. Il y a aussi une chose qui c'est pas très original, mais j'aime beaucoup Victor Hugo. Et j'aime la poésie de Oulad de Bois. Très bien. Quelle idée avez-vous des écrivains mauritaniens? Il y a de très bons écrivains mauritaniens, malheureusement pas toujours très connus. Nous avons de très bons. Nous avons des gens comme Idoubou, comme Idoumou, comme les Diagana, comme Moussa Oulebnou, comme Mariam Tidrouish, qui est une très bonne poétesse. Nous avons de bons écrivains. Donc c'est la fin de cette émission. J'avais ici comme invité M. Mbarak Berouk. Je vous remercie énormément d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.